Bonjour à tous, c'est Marion. Et salut, c'est Johan. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série Waste of Time sur les jeux vidéo, inspirée de l'émission d'Olivier Bénis diffusée sur France Inter, qui s'intitule La photo jeux vidéo, qui veut dépasser les clichés sur les jeux vidéo pour s'intéresser à ce qu'ils racontent. Alors justement, qu'est-ce que peuvent bien raconter les jeux vidéo? Nous, on a pris le parti que c'était intéressant de nous questionner à travers les thématiques qui ressortent de vos jeux préférés ou futurs jeux préférés, et comment elles s'expriment et sont illustrées. On verra ensemble que dans le cadre virtuel et les propositions créatives des développeurs et des équipes posées par ce support, on peut faire écho de différentes manières et sur plusieurs niveaux de lecture à des questions globales par rapport à nous, notre société. On vous invite dans cette émission à partager ensemble à la fois une expérience de jeu et de pensée sur les premières minutes de gameplay afin de vous permettre de découvrir par vous-même le jeu vidéo et les différents aspects qu'il propose. On espère vous donner envie de jouer, de discuter avec votre entourage sur ce que l'on a. Inutile de préciser qu'on n'est pas exhaustif face à l'embarras du choix des œuvres, celle dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Journey. Oui. Quelle horreur. Magnifique. Ah, c'est les introductions, c'est normal. Genre, Ouais, je pense que c'est vraiment pas naturel, mais ça va revenir avec le temps. c'est ça. Mais vous inquiétez pas. De toute façon, les gens qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, voilà. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas précisé à le premier épisode, mais vous pouvez très bien, si le jeu vidéo nous intéresse pas du tout, ou si vous le connaissez déjà, juste écouter notre vidéo comme une chronique ou comme quelque chose comme ça que vous avez en fond pendant que vous faites autre chose. Ça peut totalement se faire aussi. Donc voilà. Exactement. Je trouve que c'est même un peu difficile de définir cette émission. Est-ce que c'est une chronique? Est-ce que c'est un podcast? On essaye de voir ensemble où ça nous amène. Et le principal, c'est juste de partager un moment, je pense, non? C'est ça, partager un moment, partager nos expériences, pour moi plus de jeux et des expériences plus générales de pensée. Et ouais, je pense que voilà, voilà, c'est multitâche, multifonction, tout est génial en fait. Hein. Exactement. Alors du coup, le jeu, Johan, Ah, bah oui. Journey. Ah bah Journey, du coup, c'est un jeu qui a... Alors, je ne sais, j'ai plus la date exacte de sortie, mais ça fait quelques années déjà qu'il est sorti. Jeu qui avait fait grand bruit à sa sortie, jeu plutôt indépendant, du coup, petit budget, si je puis dire. Qui a beaucoup marqué tous les joueurs qui ont pu y jouer. D'ailleurs, il a été offert pour les détenteurs d'une PlayStation 4, enfin de PlayStation, pendant le confinement, justement, par PlayStation. D'accord. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Donc moi, c'est comme ça que j'ai pu le réacquérir, puisque j'avais déjà pu y jouer, même s'il n'était pas moi, mais bref, ça... on passera sur ces détails. Mais c'est un jeu qui coûte en général 20-25€. On peut le trouver comme toute d'habitude en réduction, qui est disponible quasiment sur toutes les consoles que vous pouvez avoir, qui est très accessible aussi dans son gameplay. Il n'y a pas vraiment moyen d'échouer comme pour Abzu, il n'y a pas moyen de mourir, même si évidemment il y a certains moments du jeu où il y aura, on va dire, des ennemis, mais même s'ils vous touchent, ils vont jamais vous tuer complètement. Enfin voilà, c'est comme Abzu en fait, sur ce point de vue-là, dans le sens il est sorti quand même avant Abzu, et il y a des créateurs, enfin je crois que c'est les développeurs créatifs de Journey qui avaient bossé du coup sur Abzu. C'est pour ça qu'ils ont autant de similitudes. Voilà. Oui, alors c'est deux univers totalement différents pour le coup, Exact. mais effectivement ils sont comparés à juste titre aussi, parce que la question de la musique est très présente, etc. Ouais, c'est deux jeux très poétiques. Exactement. Si je devais les définir c'est ça. Non, avec un adjectif, c'est ça, c'est exactement ça. Et le prochain sera aussi assez poétique, même si vous le verrez, le style est différent. Et donc du coup, je vais peut-être raconter un petit peu l'histoire, si vous avez commencé à le voir un peu avec les images que vous avez sous les yeux. Mais donc on commence avec un petit bonhomme. On sait pas qui on est, on sait pas où on est. On a juste un désert. On est en plein milieu d'un désert et la seule source d'intérêt, a priori, c'est face à nous une montagne gigantesque avec une lueur, le soleil derrière. Et c'est le seul point d'attraction, on va dire, sur lequel on va commencer à se diriger. Et on va découvrir un petit peu au fur et à mesure du jeu un peu les traces d'une civilisation peut-être. Au début, on a l'impression qu'on voit pas mal de tombes autour de nous, mais ça reste libre à interprétation, on sait pas trop si c'est des tombes, des mémoriaux, ce que c'est simplement. Et ça on l'apprendra, et vous l'apprendrez aussi en découvrant un peu le jeu. On trouve quelques formes de vie, c'est un jeu qui va se jouer principalement seul, dans le sens où vous aurez pas d'autres personnes avec vous, mais si vous êtes connecté à un multijoueur, en fait, pendant
pas le chapitre 1, mais dès le chapitre 2, en fait, il y a des gens qui vont pouvoir vous rejoindre pendant votre partie, donc vous pourrez avoir jusqu'à une autre personne avec vous, en sachant que si la personne part, enfin, ça peut arriver qu'elle disparaisse à un moment donné parce qu'elle s'en va, ou qu'elle avance plus vite que vous, ou au contraire que vous fassiez toute l'aventure ensemble, c'est possible aussi, mais vous pourrez jamais savoir qui elle est, vous pourrez jamais interagir autrement avec elle qu'avec des petits cris, des petits symboles, et c'est seulement à la fin de l'aventure, une fois que vous l'aurez terminé, que après les crédits de fin, vous aurez le nom des gens qui vous ont accompagné. Donc par exemple, moi je l'ai refait, et vous allez peut-être le voir dans une vidéo, mais la tunique que j'ai, justement, c'est une tunique qu'on débloque en fait une fois qu'on a pas mal avancé, en trouvant des trucs cachés, etc. Et du coup, quand je l'ai fait, j'ai été accompagné par, je crois, 7 ou 8 personnes en tout, dans toute l'aventure, que j'ai fait d'une traite comme ça, en sachant qu'elle prend à peu près 1h30, 2h à faire, je dirais, à la louche. Ça va dépendre à quel point vous êtes dans la contemplation, parce que vous pouvez vous asseoir aussi, c'est un moment pour juste observer ce qu'il y a autour de vous, etc. Et je sais pas si je suis parti un peu trop loin, mais voilà. Je sais pas si du coup vous avez... Et c'est quelque chose qu'on retrouve, ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans Abzu, justement. Dans Abzu, tu dois pouvoir méditer ou quelque chose comme ça. Ouais, mais donc là où Abzu, il y a des endroits où on peut méditer, et je l'ai fait du coup dans la vidéo d'Abzu. Et ça nous permet aussi d'ailleurs d'explorer la faune et la flore. Là on va vraiment être tout seul, il n'y a rien à observer. On peut s'asseoir quand on veut, on peut aller genre où on veut, il n'y a rien qui nous force. Sauf évidemment vous allez voir quand on avance un peu plus dans le jeu, il y a certaines mécaniques. Par exemple vous allez avoir des moments où vous allez genre glisser dans certaines pentes, ce qui fait qu'en fait vous pouvez pas vraiment vous arrêter à ces moments-là. Mais hormis ça, c'est vraiment un jeu qui va à votre rythme. C'est ça, et qui vous propose de prendre le temps aussi, j'allais dire. Exactement. Qui est très contemplatif, presque encore plus, enfin en tout cas différent dans cette contemplation que Abzu. Mais c'est dans la proposition de contemplation qu'il a autant plu aussi, je pense. Plus le mystère du monde aussi à découvrir, de savoir exactement pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie tout ça, et tout ça, voilà. Oui, que vous découvrirez si vous faites le jeu. Ouais. Que vous essayerez de découvrir. Je ne peux que vous encourager à y aller. Oui, non, c'est vrai que c'est un très beau jeu. Mais du coup, nous, on a choisi de s'intéresser à la question de la solitude. Comme tu le disais, on peut jouer à plusieurs dans un mode un peu coopératif. Tu me dis si je dis pas de bêtises. Et voilà, on est parti sur la question de la solitude. On a plusieurs champs d'interprétation par rapport à ce qui est dit dans le jeu, ce qui est montré aussi. Toi, Yoann, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que la solitude ? C'est vrai que pour moi, la solitude, c'est le fait de se sentir seul, dans le sens où dans le jeu, on l'a dit, il y a d'autres personnes qui peuvent vous rejoindre, mais ces personnes-là, vous ne les connaissez pas, ils ne peuvent pas interagir avec vous autrement que par ces petits cris que vous pouvez faire aussi, ce qui fait que, en fait, le sentiment de solitude, pour moi, il est maintenu dans le sens où vous restez tout seul dans votre expérience, même si quelqu'un peut vous accompagner et vous aider dans ça. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. Ça y est, je commence à partir. Pour moi, il y a plusieurs aspects dans comment on peut se sentir seul. Il peut y avoir le côté matériel. D'accord. En mode, par exemple, je sais pas, quand ma sœur jumelle est partie faire ses études à Lille et qu'elle s'est retrouvée toute seule dans son logement étudiant, elle s'est sentie seule, physiquement. Parce que il y avait plus personne autour d'elle pour interagir facilement. Donc, le truc, c'est qu'elle m'appelait tout le temps. Mais bref, c'est un détail. Pour justement essayer de briser cette solitude matérielle. Et pour moi, il y a l'autre biais qui est du coup plutôt la solitude, on pourrait dire mentale ou psychologique plutôt même. Désolé si mes mots ne sont pas exacts sur cette thématique-là. Et qui serait celle où, en fait, que vous soyez entouré de personnes ou non, en fait, on crée nous-mêmes un sentiment de solitude par exemple, le fait que les gens autour de nous, par exemple, ne comprennent pas ou on se livre pas sur certaines choses, et ça m'est arrivé, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais du coup, on a des gens qui physiquement sont avec nous, mais ça n'empêche pas qu'on se sent seul, parce que justement, on ne partage pas profondément nos inquiétudes, nos pensées, ou tout ce qui nous passe par la tête. Et ce qui fait que tout ça on le garde pour nous, et du coup le garder pour nous revient à être seul en fait. Enfin c'est un peu comme ça que je le vois, je sais pas si toi ça te parle aussi ce genre de choses là. Oui, exactement. C'est vrai que au début je me suis demandé si la solitude c'était plus un sentiment, et en regardant un peu sur internet les définitions, parce que on prend aussi le temps d'essayer de définir les choses, c'est important pour toi, sûr de se comprendre et de voir où on veut en venir. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée d'état. Je pense que c'est ce que tu disais, la solitude un peu matérielle, un peu objective, où on est tout seul, comme dans le jeu, où on est vraiment, au tout début en tout cas, vous voyez les images, on est seul, on peut interagir avec un environnement qui ne semble pas vivant, en tout cas pas vivant.
on l'entend au niveau des êtres vivants. Alors après, est-ce qu'on peut être seul sans humain à côté de nous, mais pas seul parce qu'on est entouré d'espèces vivantes, par exemple? Je sais pas, c'est une question ouverte aussi. Et il y a vraiment cette idée de sentiment, comme tu dis, où c'est plutôt négatif. En tout cas, moi, je le vois plutôt négativement. Après, je pense que ça dépend aussi de l'expérience de chacun et des émotions. Mais c'est vrai qu'il y a ces deux choses et je pense qu'elles ne nous impactent pas pareil. Oui, c'est ça, effectivement. J'avais pas l'impression qu'il y ait ces deux pans dans la notion de solitude et ces deux pans qui se rattachent à des expériences totalement différentes où d'un côté on est vraiment seul avec tout le poids de cette solitude d'une certaine manière, le poids physique et d'un autre côté du coup ce poids psychologique d'être seul. Même si, encore une fois, est-ce que la solitude c'est positif ou c'est négatif finalement? Parce qu'il y a beaucoup de... je pense à certains films par exemple qui traitent la solitude comme une sorte de mal nécessaire, avec un peu l'idée de voyage introspectif que je retrouve un petit peu dans Journey, notamment par rapport à la mythologie dont on parlait, mais qui, ça reste une question ouverte, c'est-à-dire que pourquoi la solitude peut être nécessaire ou positive et pourquoi est-ce qu'elle peut nous peser pendant le confinement, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Ouais. Par exemple, ce truc tout bête, hein, c'est vrai que Journey, on vous l'a dit, du coup ça traite beaucoup de la solitude, etc. Mais n'empêche que c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, qui était très apprécié aussi, très agréable à jouer et qu'on vous conseille énormément. Et vous n'allez pas pleurer devant Journey, enfin je ne pense pas. Et au contraire, c'est comme ça que je l'ai vécu, peut-être que vous allez vivre l'expérience différemment. Mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer justement. Et justement, on parlait un petit peu de ce genre d'introspection. Mais c'est vrai que quand on vous dit pour méditer ou ce genre de choses-là, on a besoin aussi d'un temps pour nous. Et même, vous avez peut-être déjà entendu vos proches vous dire ça. Prends le temps aussi pour toi ou ce genre de choses-là pour justement se laisser le temps aussi de réfléchir à nous-mêmes, à ce qu'on veut, à notre vie, etc. Et le côté aussi physique et mental, c'est assez difficile de les séparer, je pense. Dans le sens où, par exemple, toutes les personnes qui sont sans abri ou qui n'ont pas de lien avec d'autres humains, entre guillemets, si je puis dire, en fait, souvent, ils prennent un animal de compagnie. Parce que, par exemple, l'avantage, c'est que vous aurez la présence physique de l'animal, et en plus, le lien un peu psychologique aussi. Parce que, même s'il ne peut pas discuter avec vous, il n'empêche qu'il y a un peu d'empathie qui peut être transmise aussi. Il comprend vos émotions, et vous comprenez les siennes. Et bon, l'empathie, c'est vrai qu'on y reviendra un peu plus, sans doute, dans un prochain épisode, teaser. Exactement. Mais évidemment que, et le côté aussi, est-ce que c'est important ou non? Évidemment que si on vit un sentiment de solitude négative, c'est jamais important, c'est jamais quelque chose qu'on aura envie, quelque chose qu'on va souhaiter, ce sera peut-être quelque chose qu'on va plus subir qu'autre chose, et on revient un peu sur ce que tu avais dit justement, par exemple sur Abzu, avec le sentiment de subi ou choisi, c'était pour l'écologie, mais là du coup on peut très bien le remettre sur d'autres sentiments, et évidemment on peut s'en douter, plus c'est subi et plus c'est négatif, évidemment moins bien on le vit, et évidemment plus on a envie d'en sortir, mais en même temps après c'est un peu générique ce que je vais dire, mais c'est parce qu'il existe des sentiments négatifs qu'il existe aussi des sentiments positifs à côté, et je suis d'accord, on ne pourra être que plus heureux quand on a été malheureux avant, parce qu'on sait vraiment ce que c'est qu'être malheureux par exemple, et donc quand on arrivera à un sentiment de joie on sera content, tout comme il y a des jeux vidéo qui vont se baser sur de la frustration ou la difficulté. Et en fait, du coup, le sentiment d'accomplissement qu'on a quand on surmonte une difficulté, parce qu'on a réussi à le faire, non pas parce que le jeu nous a aidé à le faire, mais parce que nous on a réussi à surmonter ça, en fait on a un sentiment justement vachement positif, et il y a des gens qui ne supportent pas ça, parce que par exemple le sentiment négatif avant est trop fort. Et donc des fois ça peut être compliqué pour ça. Et oui, je pensais aussi du coup à tout ce qui est... Ah non, attends, j'ai un doute. J'allais dire tout ce qui est méditation, retour sur soi-même, mais je crois que j'ai déjà abordé. Et j'avais autre chose qui venait en tête, mais je ne l'ai plus, donc c'est pas grave, ça reviendra plus tard peut-être. Oui. J'avais vu justement une vidéo qui était assez intéressante, et il y a un point qui m'avait marqué qui disait que genre, si le paradis, donc si vous croyez en Dieu et qu'il y a un paradis qui existe, en fait si on vivait au paradis et que du coup tout était parfait et tous nos désirs positifs, on vivait dans le bonheur perpétuel, en fait on développerait un syndrome dépressif au bout de 1 mois je crois, parce que justement trop paradoxal. parce que justement
en fait, évidemment, le paradis, après, ça dépasserait les lois physiques, mais si on garde sur nos lois physiques humaines, en fait, s'il y a trop de positifs, vraiment, on pète un câble. Et c'est comme ça aussi qu'on voit beaucoup de gens très riches, très fortunés, qui peuvent s'acheter tout et n'importe quoi, qui du coup, techniquement, arrivent à assouvir tous leurs désirs. Il y a un moment où ils arrivent dans une certaine lassitude et un certain mal-être, parce que justement, en fait, à force de tout avoir, en fait, t'as plus rien, parce que tout perd de sa saveur. Donc en fait, c'est un peu toute une question d'équilibre aussi. Je pense, dans ce cas-là. Évidemment, si vous avez la balance qui n'est pas de votre côté, évidemment, c'est pas joyeux et on n'aura jamais une balance complètement équilibrée. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un peu de tout pour pouvoir équilibrer, justement, et pour pouvoir tâter la saveur positive de quelque chose. Il faudra avoir vécu quelque chose de négatif, pas forcément à la haute, enfin, quelque chose de trop négatif non plus, je vous le souhaite pas. Mais bref, je me suis encore envolé, je crois. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des thématiques très très intéressantes et le jeu, il reflète un peu ce côté, si on part du principe que, comme tu disais, qu'il y a une sorte de balance dans des énergies, du bien et du mal. Par contre, le jeu, il est très peu sombre, même s'il y a des moments plus sombres que d'autres. C'est très lumineux, il y a cette montagne qui nous appelle, entre guillemets, on a l'impression que le point d'arrivée est si proche. Et en fait, on a tellement à faire pour y aller qu'il y a aussi cette question un peu du chemin, et peut-être que justement, cette sorte de balance, ça fait partie du chemin. Je sais pas si c'est ce qu'a voulu être ce qu'on a essayé de représenter dans le jeu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des questions hyper intéressantes, et au-delà de ça, je trouve que le jeu est vraiment super beau, quoi. Et d'ailleurs, le jeu questionne aussi ces balances-là, parce que justement, il y a tout un... Enfin, en gros, je vais pas trop vous spoiler, parce que justement, j'ai envie vraiment que vous ayez la découverte. Mais tout au début, vous ne comprenez pas trop où vous êtes, vous avancez, il n'y a pas trop de négatif entre guillemets, mais assez rapidement, il y aura justement, on le verra peut-être aujourd'hui, je sais pas, mais il y aura justement par exemple une tempête de sable, qui vous cache un peu la lumière, donc déjà qui est un peu qui semble un peu plus négative, mais ça va encore. Et il y a un moment du jeu où justement même la couleur en fait des lieux va complètement changer, et vous passez de tons complètement chauds à justement des tons complètement froids. Et il y a quand même des moments du jeu justement qui alternent entre des moments positifs et négatifs. Moi, je le vois comme alors je le connais, j'avais par cœur, et pourtant il faudrait que je les révise parce que ça vient aussi pour Gris. Mais quand on parle du deuil et des différents sentiments qu'on peut avoir, le rejet de l'idée à accepter, donc l'idée du deuil par exemple, mais ça peut être n'importe quelle émotion, un truc qui vous arrive, le refus, ensuite l'acceptation de ça, bref, je ne connais pas par cœur, mais tous ces aspects-là, en fait je pense qu'on peut les coller aussi parfaitement au chapitrage de Journey et à ce qu'on va vivre dans Journey, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça. Au début, un peu la découverte, la compréhension, un peu le refus peut-être de ce qui se passe, et plus on va avancer, petit à petit on va être confronté à certaines choses, on va pas avoir le choix de vivre certains événements qui sont peut-être des fois plus ou moins durs, mais à chaque fois on va réussir à en sortir grandi, et le final, vous le verrez, vous le découvrirez de toute façon. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi cette vision-là des choses qui a été mise en toile de fond, mais encore une fois, vous pouvez très bien faire le jeu entièrement sans voir ça, par exemple, je pense. Et peut-être que moi je le vois, mais que ça n'a pas été désiré, ou peut-être que même que c'est pas du tout comme ça, parce que par exemple, il y a aussi des choses qui sont assez... Alors, d'ailleurs, je pars trop loin, mais par exemple, Winnie l'ourson, le mec a créé... Ah oui. Oui, je parle. Ah, oui, ça m'étonne, oula. Le mec qui a créé, en fait, Winnie l'ourson, en fait, on se rend compte que chaque personnage est basé sur des troubles du comportement, en fait. Oui, j'avais entendu ça. Ouais. Donc, troubles du comportement alimentaire pour Winnie, l'anxiété, la suractivité, je sais plus si ça se dit, la dépression avec le petit âne, etc. Et en fait, quand il y a des gens qui se sont rendus compte de ça, ils ont demandé à son auteur justement si c'était voulu ou autre, et lui, il a dit non, pas du tout en fait. Et au contraire, c'est pas ça en fait. Et il réfutait complètement cet argument-là, alors qu'en fait, quand tu regarde ce qu'il a créé, ça correspond parfaitement. Donc des fois, ça peut très bien aussi être mis de façon involontaire. Pour un jeu comme Journey qui a été réfléchi, etc., je pense qu'il y a quand même cette volonté-là derrière, et je pense que c'est pas anodin que je puisse y voir ce genre de choses-là, et je crois pas être le seul à voir ce genre de choses-là, mais des fois, il y a des choses aussi qui peuvent être complètement involontaires, et inconscientes aussi, et qu'on rajoute nos propres expériences sans forcément s'en rendre compte, tout comme la façon dont vous parle cette émission-là, les exemples qu'on peut vous donner petit à petit, peut-être notre vision sur qu'est-ce que c'est que la solitude, comment on l'a vécu. Par exemple, si on était des personnes entre guillemets plus heureuses, sans vouloir juger nos vies,
mais qui faisaient beaucoup de méditation, beaucoup de retours sur nous-mêmes, de trucs comme ça, bah peut-être qu'on aurait un avis complètement différent et se dire bah la solitude c'est vachement agréable, c'est vachement positif, parce que c'est ce qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, c'est ce genre de choses là, et puis on n'est jamais seul aussi, parce que bon, je sais que truc perso, mais en même temps on m'en fiche un peu, mais genre je sais que mon père quand il était plus jeune, par exemple, il avait tendance à, enfin il croyait entre même à l'énergie des arbres et tout, et donc il y avait beaucoup de moments où il s'isolait justement avec les arbres ou autres pour justement comme se retrouver un peu dans la nature, tu vois. Ça rejoint un peu le truc d'avant, mais il y a le côté solitude physique, mais dans un environnement, enfin, la nature qui en fait s'en fiche de nous en fait, donc en fait c'est comme si on était tout seul quand même. Je sais pas si justement, alors question, est-ce qu'on peut être tout seul? Exactement. Moi j'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Enfin, je sais pas si il y a des gens qui disent que la voix que l'on entend dans notre tête, c'est pas notre voix à nous. Du coup, est-ce que c'est comme si on était deux, d'une certaine manière? Tu vois où je veux en venir ou pas? Oui. La folle du village. Tout à fait. Non, mais non, mais c'est vrai que plus généralement, dans la société dans laquelle on vit, et dont nos rapports aux autres, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être seul? Même, je pense rien qu'aux réseaux sociaux, c'est très compliqué. Nos téléphones sont collés à nos mains. On est toujours en train d'être sollicité par d'autres personnes, que ce soit des personnes qu'on connaisse, pas des personnes virtuelles ou des personnes qui existent réellement. Est-ce qu'on peut être seul? Ouais, c'est une question qui se pose. Et par exemple, du coup, je fais des digressions tout le temps, je suis insupportable, je le sais. Mais par exemple, le côté petit point intérieur que tu m'as dit, ça me faisait penser justement à la série Westworld, qui résonnera avec une autre thématique qu'on traitera aussi, sur l'intelligence artificielle, tout ça, mais ça on verra ça plus tard. Parce que justement, le mec a créé les robots pour leur développer une intelligence artificielle, enfin pour leur développer une sorte de vraie intelligence au sens humain du terme. Justement, il leur avait mis une voix dans leur tête qui était de la programmation, et il avait pour espoir que cette voix un jour devienne en fait leur conscience en fait, et que du coup en fait la voix s'arrête et qu'en fait ils ne voient plus cette voix comme quelque chose de programmé, mais ça devienne leur conscience et ils soient libres de s'auto-parler à eux-mêmes quoi pour justement libérer cette conscience-là. Mais évidemment que la question des réseaux sociaux est super importante aussi dans cette question de solitude, et par exemple quand on voit des cas de harcèlement, justement le problème avec le numérique c'est que justement on a un souci où justement les gens ne peuvent plus justement être seuls, peuvent plus s'isoler, parce que ils peuvent être harcelés en milieu scolaire, et quand ils rentrent chez eux, ils sont pas seuls non plus, parce que Internet continue. Et ça peut avoir un effet pervers, tout comme ça peut avoir aussi un effet positif. Bien sûr. Parce que par exemple, du coup, tu continues aussi à vivre à côté, mais ça peut avoir aussi un côté négatif, parce que en fait, si tu loupes par exemple les conversations à côté avec tes amis, le lendemain quand tu reviens en physique, tu auras loupé la moitié des discussions et tu seras déjà à côté de la plaque. Ça, on en reviendra peut-être sur d'autres vidéos parce que le temps passe, mais ça, c'est un sujet vachement important sur aussi comment la société nous implante aussi certaines logiques de compétition, certaines logiques d'occupation de son temps, par exemple aussi. Mais du coup, pour revenir aussi un peu plus sur, par exemple, est-ce qu'on peut vraiment être seul? Il y a aussi cette question du regard des autres, du jugement des autres, et des attentes aussi des autres, que ça soit formulé par eux-mêmes, genre par exemple que, voilà, si je sais pas moi, si je sors en robe de bain et que j'ai des remarques, en fait ce regard des autres va peser sur moi quand je serai tout seul, quand je vais acheter mes fringues, parce que je me dirais j'ai beau être tout seul devant mon ordi et je peux acheter ce que je veux, mais n'empêche que je peux prévoir le regard des autres, les attentes des autres aussi, et il y a un côté vachement nocif aussi dans ce côté attente des autres, parce qu'en fait on peut pas s'en empêcher de poser des attentes sur les autres, en fait c'est comme ça. Et justement les relations les plus saines que vous allez avoir, ça va être justement des gens qui vont réussir à ne pas poser d'attentes sur vous, vous n'allez pas en poser sur eux, et pourtant ils répondront à toutes celles que vous auriez pu jamais avoir. Et c'est ça qui est magique, je trouve, et c'est vrai qu'on casse un peu le côté solitude, mais c'est ce côté, en fait, c'était vraiment le choix en fait. Je peux choisir d'être seul, je peux choisir de ce que je partage ou non, et l'autre personne sera comme Journey en fait, sera comme le personne qui vous accompagne, c'est-à-dire que elle est là en fait, vous pouvez compter sur elle à tout moment, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas d'obligation particulière, et donc en fait ça respecte totalement la propre solitude, la bulle que vous voulez vous garder à l'intérieur de vous. Et donc si vous voulez à un moment vous isoler complètement, vous pouvez complètement le faire, et cette personne-là ne vous en voudra pas. Là où par exemple si vous êtes seul, il y a des gens qui peuvent vous dire vous êtes juste tristounet, ouais faut arrêter d'être comme ça et tout, sans forcément se poser des questions de pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous vous coupez, et juste le fait de comprendre qu'on est humain, il y a des moments où il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager, ou il y a des moments où on a besoin aussi d'être seul,
Parce que justement, comme tu l'as dit, avec les réseaux sociaux, comme on l'a dit aussi, des fois on est dans ce genre de boucle où en fait on a besoin aussi de respirer un peu. Et justement, il y a un mec sociologue qui s'appelle Zimmel, avec un S, moi je mettais un Z au début parce que je me trompais, mais justement qui parlait de cette posture d'homme blasé. Et l'homme blasé pour lui, c'était justement, on a tellement de stimulation autour de nous, qui fait qu'à un moment en fait, ça déborde en fait. Et quand ça déborde, on devient blasé, et en fait plus rien ne nous touche, et on n'a plus rien d'envie en fait. Et ça peut être un peu ce genre de truc là, en mode, des fois il y a tellement de choses autour de nous, tellement d'attentes, tellement de jugements, tellement de regards, qu'en fait on n'arrive plus à être nous-mêmes, on n'arrive plus à avoir cette bulle de solitude entre guillemets pour se parler à nous-mêmes, et donc on devient blasé, enfin notre corps nous force à le devenir pour justement recréer, pour justement nous couper du reste et essayer de se ressourcer et de réussir à réavoir ce côté de solitude. Je sais pas si je suis encore parti trop loin ou pas, mais voilà, c'est à ça que ça me faisait penser. Oui, et on en parlait tout à l'heure en off. Dans le jeu, il y a plusieurs points de vue qui sont amenés par rapport justement à cette solitude, par rapport aux autres, aux attentes que l'on a des autres, que ce soit dans le soutien, l'entraide, etc. Avec le fait qu'on puisse jouer à plusieurs, qu'on puisse s'entraider ou qu'on puisse faire totalement le jeu seul. Et peut-être que ce qu'il faut retenir un peu de ces propositions, c'est qu'on a le choix. Soit on fait notre voyage seul, on peut aussi demander de l'aide si on en a besoin, ou être complètement en dehors de tout ça et ne pas se poser de questions, je mets des guillemets. Ouais. Mais voilà, et c'est pour ça que le jeu trouve que en fait, il propose des choses, mais il n'impose rien par rapport à la question de la solitude. Et tout en étant acteur quand même du gameplay, c'est-à-dire qu'on peut aller où on veut, avec les rubans, etc. Moi, je trouve ça très intéressant. Ouais, en effet. Je pense qu'on va essayer de s'approcher de la conclusion, parce que je vois l'heure tourner. Oui. À la limite. Est-ce que du coup, je te laisse faire la conclusion et après on parle un petit peu des films qu'on a pu conseiller ou autres, ou je commence par ça et après tu conclus comme tu veux. Peu importe. Okay, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait une sorte de conclusion, mais ouais, mais vu que je sais que tu as préparé un peu ta conclusion, dis peut-être que tu as envie de la faire aussi de façon propre. Oui, je veux faire ma conclusion. Tiens, je l'écris. Donc je vais revenir vite fait sur les 2-3 exemples que j'avais. J'avais comme exemple de film Seul sur Mars. Là c'est plus une solitude forcée et ça qui a un côté survie qui est un peu difficile aussi, mais ça traite un peu comment on vit aussi de façon seule, dans le sens où par exemple il va s'enregistrer tous les jours pour justement maintenir quand même quelque chose ou autre. Oblivion, bon trop loin à résumer mais ça traite un peu de cette question là aussi, et ça traite aussi un peu de questions de nature aussi si vous avez envie d'aller voir. Et I Am Mother qui est disponible sur Netflix aussi, traite un peu de ce genre de sujet là. Il y avait aussi l'exemple concret et qui existe dans notre monde réel, même si les films existent aussi, mais ça reste des fictions, qui est l'exemple des Hikikomori, donc H-I-2-K-I-K-O-M-O-R-I. Je vous laisserai aller chercher parce que le temps tourne, mais justement c'est des gens qui vont décider de s'auto-couper du reste en fait du monde, justement écrasés par la logique du monde ou autre. Et le dernier truc que je pourrais vous conseiller, même si c'est un peu moins joyeux, ça serait Le suicide de Durkheim, qui est un livre sociologique justement qui avait pour but de montrer à quel point quelque chose de aussi personnel que la décision de mettre fin à ses jours, qui peut découler justement d'une solitude mentale, enfin psychologique, pourrait découler justement de causes qui sont plus justement collectives, plus sociétales entre guillemets, pour montrer que en fait même seul, en fait, les autres pèsent quand même sur nous. Voilà, c'est un peu moins joyeux, mais voilà, si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Voilà. Moi j'irai voir. Okay. Bon, j'ai déjà vu la plupart des films, mais je vais voir tout ça. Non, parce que j'ai vraiment le jeu assez marquant. Je pense que on a deux expériences totalement différentes, parce que toi tu l'as fait, tu l'as, j'imagine, découvert aussi en jeu quoi, directement. Mais je dirais, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment, et le dit aussi par son nom, c'est vraiment un voyage. C'est très beau, et puis les questions qu'il pose, je pense qu'on peut avoir différentes interprétations, mais c'est par rapport à sa mythologie, c'est presque des questions sur la vie, comment une société naît et détruit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, ou pas d'ailleurs. Ouais. Et c'est ce voyage-là qui est intéressant aussi, et qui peut être
à mon avis, très positif pour les personnes qui y jouent. Je pense que là, on a vraiment le côté jeu vidéo. On ressent les émotions, des émotions et beaucoup d'autres choses à côté, quoi. Ouais. Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous conseille de faire le jeu. Et faites-nous des retours aussi sur votre expérience de jeu et l'expérience de pensée. Vous pouvez rebondir sur ce qu'on a dit ou même nous proposer d'autres choses. C'est pour ça qu'on espère que vous serez super bavard en commentaire. Et parce que c'est surtout ce partage aussi qui fait la richesse de ce format. C'est ce qu'on a essayé de faire ici ensemble et on espère que ça va continuer. Et oui, bah, ça continuera techniquement pour nous au moins. Ouais, la semaine prochaine. C'est ça, pour la semaine prochaine. Et du coup, on avait une question d'ouverture. Moi, c'est une question, ouais. Bah, c'était un peu la troisième question qu'on avait écrite sur le doc. C'est ça, ouais. Par rapport au chemin justement à faire pour s'accomplir, entre guillemets, toute cette idée de solitude nécessaire, de choses comme ça, de l'impact de la société sur nous, etc. Et comment on doit appréhender un peu ce chemin, quoi, le présent, le futur, etc. etc. Ouais. Donc voilà, donnez-nous votre avis sur ça et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, et j'allais dire, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Time. Yes. Vous pouvez faire un tour sur la chaîne de La Dozaine pour des vidéos et nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations en description. Exactement. Bon, bah merci Johan. Bah merci à toi Marion. Et on tease le prochain épisode. On en a trop dit déjà là. On en a déjà trop dit. Je sais pas. Bah, normalement, si vous avez un peu écouté ce qu'on a dit aujourd'hui, l'épisode prochain répond quand même à beaucoup d'autres. Enfin, est dans la continuité, vraiment continuité de la réflexion d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on a presque pas besoin de teaser. Les fois suivantes, on aura un peu plus besoin, je pense. Mais là, je pense que vous pourrez réussir peut-être à essayer de deviner. Donc voilà. Bon, bah on attend. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez, qui sera la semaine prochaine. Exact. Un épisode. Et puis voilà. Eh bah parfait. Bon, à plus. À plus, passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Bonne semaine, au revoir.